Il semble très important de bien distinguer entre le testing qui vise à mettre en évidence des discriminations, donc le testing scientifique, comme on l'appelle parfois abusivement, parce qu'il peut être mené par des universitaires, il peut être mené par des institutions du type le Défenseur des droits, des associations du type ATD Quart Monde qui avait fait un gros testing sur l'accès des très pauvres au travail. Donc ça c'est un testing à vocation de connaissance, à vocation de mise en évidence des discriminations. Plus on teste un panel large d'entreprises, de bailleurs, de commerces, pourquoi pas, plus le testing sera probant. Alors ce testing scientifique, évidemment, à côté de quelqu'un d'ISM Quorum, je n'avancerai pas plus, c'est lui qui va mieux expliquer que moi les méthodes de ce testing dit scientifique. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il n'a aucun rapport avec le testing judiciaire. Le testing judiciaire, c'est-à-dire celui qui est mis en œuvre à des fins de mise en évidence d'une discrimination ponctuelle par un acteur ponctuel visant des individus déterminés, et ça marche devant les tribunaux. Je dirais un mot d'ailleurs du testing que tu avais monté toi-même en 2003 et qui avait très bien marché, validé par la Cour de cassation. Donc je pense qu'il est un peu abusif de dire que le testing ne fonctionne pas devant les tribunaux. Si, il fonctionne. Le testing judiciaire, lui, il se distingue radicalement du testing à vocation scientifique parce que dans le testing scientifique, tout le monde est inventé. On invente des paires d'individus. On travaille sur des CV, on essaie de les rendre absolument identiques, mais pas trop non plus pour pas que le testing se voit. En distinguant seulement les deux individus, les deux membres de la paire, avec le critère dont on veut mettre en évidence qu'il est à l'origine de la discrimination. Donc on va mettre deux personnes complètement identiques, sauf que l'un est noir et l'autre est blanc, sauf que l'un est un homme, l'autre est une femme, etc. Vous connaissez le principe du testing, quoi. Hein, on travaille à partir de CV inventés. Ça, c'est le testing scientifique. Mais le testing judiciaire, ça ne marche pas comme ça. Puisqu'il y a eu, dès 2006, une directive du garde des Sceaux disant que s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de délit. Donc on a besoin, quand on fait un testing judiciaire, d'avoir une vraie personne, en chair et en os, qui va vraiment demander un emploi, vraiment demander un logement, vraiment demander un crédit, que sais-je. Et quand on est une association, quand on est militant, on se débrouille, si on soupçonne une discrimination, pour trouver le clone ou l'homologue de ce vrai demandeur. On va prendre le même que lui, grosso modo, sauf que lui, il n'est pas noir, sauf que lui, il n'est pas une femme, il n'est pas homosexuel et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le principe. Le testing judiciaire, celui qui est destiné à prendre la main dans le sac, celui qui discrimine, c'est un testing avec une des deux personnes qui est vraie, qui est un vrai demandeur. D'où toute la difficulté, parce que ça, c'est vérifié par le juge. Dans l'affaire Arès, en 2003, il s'agissait de vérifier qu'une entreprise écartait effectivement les personnes de nationalité étrangère. Et le militant à l'époque de SES, Monsieur Bedou, c'est bien ça, si on s'en souvient de son nom, Hervé, il s'était vraiment présenté pour avoir le boulot. En tout cas, je ne sais pas si en son fort il désirait avoir ce boulot, mais il remplissait toutes les conditions pour être recruté. Et il y avait un autre militant, qui était tout comme lui, qui avait le même âge, le même genre de qualification, etc., sauf que lui était français, de nationalité. Donc l'idée, c'était de vérifier si oui ou non la nationalité comptait aux yeux du recruteur, ce qui est illégal. Mais la difficulté dans cette affaire Bedou, c'est qu'il n'est pas allé au bout de la procédure, il n'a pas vraiment déposé son dossier, et le juge a dit, ah, alors là on est coincé, parce que il est victime de quoi ce gars-là? Est-ce qu'il était vraiment candidat à l'emploi, puisqu'il n'est pas allé au bout de la procédure? Et il y avait une autre difficulté, c'est que la personne qu'il avait rencontrée n'était pas vraiment capable de recruter, il n'avait pas la qualité pour recruter dans l'entreprise. Donc le juge a dit dans un premier temps, on est coincé, parce que pour qu'il y ait un délit de discrimination, il faut vraiment qu'il y ait une personne qui demande, et une personne qui refuse. Si la personne fait semblant de demander et l'autre n'a pas la qualité pour refuser, bah, il n'y a pas de discrimination. Sauf que dans cette affaire Arès, et c'est la magie du droit français sur ce plan, le juge a requalifié. Et la Cour de cassation a accepté la requalification en disant « Ok, il n'y a pas eu de discrimination visant une personne en particulier, commise par une personne en particulier, mais il y a un délit de subordination, c'est-à-dire on subordonne une offre d'emploi à un critère prohibé. Et ça, le testing l'a montré, et donc on entre en voie de condamnation. » Donc on a cette possibilité de requalification qui permet de faire des testings, sauf ton respect, un peu approximatif. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas au bout de la démarche. Mais en toute hypothèse, la différence entre le testing judiciaire, c'est que tout le monde est judiciaire et scientifique, c'est que dans le judiciaire, il y a une vraie personne qui demande, et dans le judiciaire et dans le scientifique,
il y a beaucoup de paires, pas seulement une, et tout le monde est inventé. Donc c'est pas la même méthodologie. Donc ça c'est une chose sur laquelle je voulais vraiment insister. Pour dire ensuite juste une deuxième chose, dans les 2 minutes qui me restent, j'avais pensé en parler parce que je sais que c'est sur des universités européennes. Je voulais parler d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est vraiment une mauvaise nouvelle pour nous. Parce que cet arrêt du 28 juillet 2016, Kratzer, contre une entreprise allemande, dans cet arrêt, la Cour de justice estime que quand on se présente à un emploi, juste pour montrer que l'employeur discrimine, ce qui est l'idée du testing, eh ben on commet un abus de droit. On commet un abus de droit, on abuse du droit de la non-discrimination, et le juge national doit écarter la plainte. C'est du lourd, cette décision de la CJUE. Dans cette affaire, c'était une entreprise qui demandait des jeunes, clairement, enfin, c'est-à-dire pas directement, mais elle disait qu'il fallait avoir obtenu son diplôme l'année précédente ou être en voie d'obtenir son diplôme. Donc c'était pas que des jeunes, parce qu'il y a aussi des vieux qui passent des diplômes, enfin grosso modo, ça correspond pas mal avec le fait d'être jeune. Et une personne de 40 ans qui était diplômée depuis fort longtemps s'est présentée dans le but d'être écartée, et dans le but ensuite de demander des dommages et intérêts. D'accord ? La Cour de justice. Alors le juge allemand a dit, oh là là, est-ce que c'est compatible avec le droit européen ça? Donc elle a demandé à la Cour de justice, qui a dit non, non, c'est pas du tout compatible avec le droit européen, c'est un abus de droit, c'est un détournement. Donc avec cet arrêt, on est assez mal, parce que ça ferme une voie, bah, c'est la voie du testing. Mais je voudrais simplement dire que ça ferme la voie civile. La voie où s'applique le droit de l'Union européenne, c'est-à-dire la voie prud'homme. Plus exactement, ça ne ferme pas, parce que le juge français peut toujours faire mieux que ce qu'on lui demande. Mais là, s'il n'a pas envie d'y aller, il pourra toujours se prévaloir de l'existence de l'arrêt de la Cour. Toutefois, le droit de l'Union ne s'applique pas dans la matière pénale. Donc, au pénal, on reste comme on était jusqu'à présent, assez bien, pouvant faire des testings qui fonctionnent. Je rappelle que la preuve est libre au pénal. Il suffit juste de bien les goupiller. Mais chaque fois qu'on en fait, et même le défenseur des droits en fait, il favorise aussi l'auto-testing, c'est-à-dire c'est vous qui avez téléphoné une première fois pour demander un appartement, on entend votre nom, on vous dit désolé l'appartement n'est pas libre, vous rappelez 2 secondes après en changeant de nom et tout d'un coup l'appart est libre. Donc ça c'est l'auto-testing, qui n'est pas très orthodoxe, mais il fonctionne, c'est un mode de preuve qui est tout à fait admis. Donc le testing monté par des associations, le testing monté par des individus tout seuls, est toujours recevable comme mode de preuve, mais la voie pénale, compte tenu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, est quand même plus que jamais la voie à privilégier. Voilà. Merci beaucoup.